Le capitalisme, c'est ce qui a causé aujourd'hui l'extraordinaire prospérité dans laquelle nous vivons tous. On est capable, dans un pays capitaliste, comme les États-Unis, de ne pas en fait mettre la technique au service du bien-être des gens, au contraire, et d'être en pleine régression. Si aujourd'hui le dernier des ouvriers en France vit infiniment mieux que Louis XIV, c'est grâce aux technologies. On n'arrêtera pas ce mouvement, on ne débranchera pas Internet, on n'arrêtera pas l'intelligence artificielle. Moi, je ne serais pas surpris qu'on finisse par interdire les IA pour sauver Internet. Les amis, avant de commencer la vidéo, on voulait vous faire un petit mot rapide. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre ici et à regarder les débats qu'on vous propose toutes les semaines. Si vous aimez notre travail, pensez à vous abonner. Ça vous prend 10 secondes, mais pour nous, ça change tout. Votre soutien est hyper important pour nous et on espère avec ce débat vous rendre compte au maximum des différents avis sur le sujet. Bonne vidéo. On sauvera la planète grâce au capitalisme. Vrai. Faux. Le capitalisme va causer notre perte avant la fin de ce siècle. Faux. Si c'est avant la fin du siècle, c'est faux, mais bientôt, oui. La dette française est plus grave que la dette écologique. Faux. Faux. On ne devient pas milliardaire sans exploiter quelqu'un. Faux. Vrai et faux. La croissance infinie est une absurdité économique. Faux. Vrai. La planète a des ressources limitées. Vrai. Vrai. L'IA va créer une masse d'humains inutiles. Hélas, vrai. Faux. Le capitalisme est devenu un monstre hors de contrôle. Faux. Ah, c'est vrai. L'ascenseur social est définitivement en panne. Non. Faux, pas définitivement. Il faut supprimer l'héritage pour garantir une vraie égalité. Non. Faux. Les banques sont la source de la crise économique. Si c'est la source, c'est faux. Une source, oui. Je pourrais être ami avec mon opposant aujourd'hui. J'espère bien. Vrai. Salut, c'est Anto et bienvenue dans ce nouvel œil pour œil, le format de débat du crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. Si vous connaissez la taxe sur l'héritage, et ça je trouve que c'est une dinguerie. T'as un membre de ta famille qui s'est cassé le dos, qui peut-être est parti de rien, qui a peut-être monté, qui a économisé toute sa vie, et qui va peut-être qui a envie de léguer toute sa fortune à sa descendance. Et t'as l'État qui te taxe, franchement ça va jusqu'à des pourcentages super hauts. Bon, il y a trois problèmes ici. Critiquer la taxe sur l'héritage, penser que le monde est méritocratique, il a bien dit, qui peut-être monte en venant de rien, et ensuite se casser le dos toute sa vie pour de l'héritage. La vérité n'est pas là. La vérité statistique est que la très grande majorité des Français, soit 87%, ne payent même pas de taxes sur l'héritage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un abattement de 100 000 euros et la majorité des Français ne lèguent même pas 100 000 euros à leurs enfants. Et oui, en fonction de votre situation, si c'est d'un parent à un enfant, vous payez beaucoup moins d'impôts que si c'est littéralement quelqu'un de votre famille que vous connaissez même pas, où là le seuil il est à 60%. Mais si vous connaissez même pas la personne parce qu'elle est tellement éloignée dans la famille, payer 60% c'est rien en réalité. Et un autre truc qui m'énerve dans cette logique, c'est le côté méritocratique. Tu penses qu'en partant de rien, tu vas réussir. C'est faux, c'est pas vrai. Statistiquement, c'est pas vrai. Il y a des cas de biais du survivant, mais majoritairement, c'est pas vrai. Et ensuite, il y a le truc de se casser le dos toute sa vie. Le problème avec ça, c'est que l'héritage est l'un des plus gros problèmes en termes d'inégalité. Aujourd'hui, vous ne gagnez plus votre argent avec votre salaire. Le plus gros moment de votre vie où vous allez avoir de l'argent, la plus grosse somme que vous allez recevoir, c'est par rapport à l'héritage. C'est vraiment un sujet passionnant. Alors, il y a plein de libéraux qui sont contre absolument l'héritage et qui expliquent qu'il faudrait repartir de zéro à chaque fois. Moi, j'en fais pas partie. Je pense que l'héritage est important, précisément au nom du droit de propriété, parce que ce que vous avez accumulé en travaillant au-delà de vos moyens, et d'ailleurs en vous privant, en épargnant, il est normal que vous puissiez le donner à vos enfants. L'autre réflexion que j'ai, c'est que, en fait, c'est évidemment une critique de la méritocratie, la question de l'héritage derrière. Si vous pensez qu'il n'y a pas de méritocratie, vous pensez qu'il ne devrait pas y avoir d'héritage, c'est-à-dire que cet argent n'a été gagné, en fait, indûment. Et moi, je crois qu'il y a une forme méritocratique. Bien sûr, la méritocratie est probablement imparfaite. Bien sûr, il y a plein de biais. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous avez fait des efforts, que vous avez fait travailler, que ces choses-là se passent d'ailleurs sur plusieurs générations, c'est aussi une sorte de technique. Une technique d'accumulation, une technique d'ailleurs bourgeoise, il faut le dire, qui est axée autour de l'épargne, autour de l'épargne plutôt que de la consommation. Et c'est ce qui provoque, c'est ce qui permet aussi la progression, c'est ce travail qui est donné au service de la société et dont la contrepartie et l'héritage. Je note qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne taxent absolument pas l'héritage. Il ne faut pas imaginer qu'on fait comme les autres. On est parmi les pays qui taxent le plus l'héritage. Et bizarrement, on est aussi le pays où travailler permet le moins de réussir. Il y a peut-être une conjonction en fait entre les deux. Dans d'autres pays, il n'y a pas de taxe et pourtant, on peut réussir par son travail. Je suis Olivier Babot, je suis président de l'Institut Sapiens et je défends l'idée que le capitalisme, en particulier en France, ne va pas assez loin. Alors, plein de choses. À la fois, je suis d'accord et j'ai envie de réagir. C'est un paradoxe, pas seulement français, mais quand même très très français, qui est que l'impôt sur l'héritage est l'impôt le plus détesté des Français.
Pour ceux qui voudraient une société égalitaire, devrait être l'impôt préféré des Français, puisque c'est celui qui, a priori, réduit le plus les inégalités. Donc là, il y a un paradoxe. Bon, pour aller très vite, je dirais, premièrement, si on voulait avoir une réflexion sur l'impôt sur l'héritage, je crois qu'il faudrait avoir recours à un outil qu'a proposé l'Institut Rousseau, le think tank avec lequel je travaille, qui est ce qu'on appelle l'impôt ABC. Je ne vais pas entrer dans le détail technique parce que ça nous prendrait trop de temps, mais c'est un impôt très simple avec 3 paramètres. À partir de combien vous commencez à payer les impôts, quel est le taux effectif maximal et quelle est la courbure de l'impôt, donc la progressivité de l'impôt. Et ça vous permet de simplifier énormément le maquis fiscal français aujourd'hui qui est complètement opaque. Voilà. Donc moi, je serais très favorable à un débat démocratique, en fait. On choisit A, B, C, on laisse les Français choisir qu'est-ce que vous voulez comme A, comme B, comme C, pour un impôt, par exemple, sur l'héritage, mais on pourrait faire la même chose qu'un impôt sur le capital, un impôt sur les revenus, un impôt sur les sociétés, etc. Bonjour, je m'appelle Gaël Giraud, je suis directeur de recherche au CNRS en économie, ancien économiste en chef de l'Agence française de développement et directeur exécutif, et puis également cofondateur de l'Institut Rousseau, et puis prêtre jésuite. Voilà. Je dirais que moi, je viens ici pour défendre l'idée que ce qui est sous-jacent à ce qu'on appelle le capitalisme, que j'essaierai de décrire plus en détail, est allé beaucoup trop loin et a pris beaucoup trop d'extension dans notre société. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ton argument que je trouve très intéressant, parce qu'au fond, je crois, il est assez classique, qui est, mais au fond, quand je travaille, moi, quand je bosse, c'est bien légitime que je sois le propriétaire de mon travail, du produit de mon travail. Et alors, sauf erreur de ma part, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la pensée économique, mais un des premiers, en tout cas, à avoir dit ça avec force, c'est John Locke, au XVIIe siècle, un anglican, dans son second traité du gouvernement, The Second Treatise of Government, où il dit, voilà, alors il a une description qui est magnifique, du paysan britannique qui bosse sur son champ sous la pluie, parce qu'il pleut, évidemment, on est en Grande-Bretagne, voilà, et qui, en fait, à la fin de la journée, a quand même bien le droit d'être propriétaire du produit de son travail. Et ça a été, en fait, l'un des tournants dans la pensée, je crois, occidentale, européenne, parce que jusqu'à présent, la propriété privée n'était pas considérée comme faisant partie du droit naturel. Par exemple, saint Thomas, quelques siècles plus tôt, refuse de donner à la propriété privée le statut de droit naturel et dit non, ce qui est de droit naturel, ce sont les communs, les biens communs, la propriété partagée. Et la propriété privée, ma foi, dit-il, c'est une espèce de concession qu'on accorde parce que c'est difficile de se mettre d'accord sur les biens communs, confère les disputes que nous avons tous dans nos syndicats de copropriété. Et John Locke est le premier à renverser cet argument et à dire, en fait, non, la propriété privée devrait être de droit naturel parce que j'ai bien le droit d'être propriétaire de mon travail, du produit de mon travail. Alors, juste pour inquiéter un peu cette affirmation-là, que je comprends, et avec laquelle, d'une certaine manière, j'aurais envie de souscrire, qui est, mais même le paysan britannique qui bosse sur son champ, d'abord, il ne travaille pas tout seul, ensuite, il a des outils, ce n'est pas lui qui les a faits, ensuite, il parle sans langage, il ne pourrait absolument pas travailler, et au fond, il n'est pas seul du tout à avoir contribué au produit de son travail. Il y a plein de gens avant lui qui ont contribué, plein de gens avec lui qui ont contribué, qu'on fait les paysans aujourd'hui qui appellent les jeunes à les aider à moissonner, par exemple. Je connais plein d'exemples, et je l'ai fait moi-même pour aider des amis agriculteurs. Et donc, au fond, la question sous-jacente à ça, c'est est-ce que le travail est quelque chose qui est une propriété privée du sujet, ou est-ce que le travail n'est pas déjà un commun? Alors ça, c'est un enjeu anthropologique, à mon avis, majeur, et je suis de ceux qui disent, en fait, il y a du commun partout. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faille remettre en cause le concept même de propriété privée, qui est un vieil héritage romain. Donc je ne suis pas du tout pour l'abolition de la propriété privée, mais comprendre que sous-jacent à ceci, nous faisons de la ventriloquie, il y a du commun partout. Et le travail lui-même est un commun. Moi, je trouve que l'idée est de toute façon intéressante. Les océans, une partie des ressources, c'est bien commun. En fait, ça permet de connaître le stock et de savoir comment on va le gérer, si on parle aussi des poissons. Donc, c'est pas du tout choquant. Moi, ça me paraît être le prolongement naturel d'un système capitaliste. Donc, c'est pas quelque chose qui me choque du tout. Après, peut-être qu'on peut avoir une vision extensive et radicale, très très large de ce bien commun. Mais j'ai pas eu l'impression que ça soit la sienne. J'ai tendance à voir les choses du point de vue des incitations, parce que l'économie, c'est la science des incitations et la science de la rareté. Si on me dit, tu vas labourer ce champ, ça va te prendre tant de jours, mais à la fin, on va te prendre 90% de tout ça, je dis, écoute, je ne vais pas labourer le champ, je vais faire autre chose de ce temps, je vais profiter du printemps. L'autre réflexion, c'est sur la fiscalité. Le problème en France, c'est qu'on a ceinture, bretelles, gilet, parachute. C'est-à-dire que vous êtes on est extrêmement taxé à tous les niveaux, au moment où on gagne, pendant qu'on le détient à travers le capital et au moment où le transfère. La plupart des pays essayent de choisir. Ils choisissent à un moment. Alors, à la limite, on pourrait avoir une taxe sur l'héritage, mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'on nous en prenne 60% au moment où on le gagne. Ou alors,
si on nous en a pris 60% pendant qu'on le gagnait, au moins qu'on puisse le transvaser et le donner. Le problème en France, c'est que non seulement notre fiscalité est très importante, mais surtout elle est extrêmement concentrée. Et tu parlais de l'augmentation et de ce qu'on peut appeler le coin socio-fiscal. Hein, et en fait, elle est vertigineuse chez nous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu contribues. L'INSEE a montré, 57% des Français sont bénéficiaires nets de la redistribution. Ça veut dire que leur taux d'imposition est négatif. Ça veut dire que ce sont les autres, 43%, qui payent en fait pour les autres à travers leur travail. Moi, je ne suis pas contre la solidarité. J'essaie de réfléchir aux mécanismes justement pour que les incitations soient les plus fortes possibles. Et je pense qu'on est arrivé au moment où on est un peu au-delà de la fameuse courbe de l'affaire, où il y a des moments désincitatifs, ne serait-ce que parce que malheureusement, nous sommes une société ouverte et les plus riches ont surtout les moyens de s'en aller. Le cas norvégien d'impôts sur les plus riches qui ont fait qu'ils ont massivement perdu en net 300 millions de revenus, je crois, fiscaux, montre bien que tant que nous sommes une société ouverte, les gens s'en vont. Et je crois que cette société ouverte, elle est aussi importante parce que ça fait partie de la liberté. Je vous arrête 2 secondes. Dites-nous en commentaire qui vous voudriez voir dans le prochain Œil pour Œil. On lit tout. Je rebondis. La courbe de l'affaire, c'est une courbe très connue en économie. C'est un U inversé qui dit en fait trop d'impôts tue l'impôt. Hein. Donc c'est ça ton argument. C'est l'histoire du on est passé de l'autre côté l'agriculteur qui va arrêter sommet. Voilà, exactement. Alors, je reviens juste sur je trouve ça vraiment très intéressant. Et en fait, d'une certaine manière, je suis d'accord. Il faut que chacun de nous ait des incitations pour travailler. C'est bien normal. Et si je prends 60% de la propriété, du résultat du travail de l'agriculteur, il n'aura pas beaucoup d'incitation à travailler, ça je suis bien d'accord avec toi. Le point aujourd'hui, c'est que d'abord, on est très très loin de lui prendre 60% du revenu de son travail. Là-dessus, il y a un détail, il faut distinguer un tout petit peu entre disons par exemple le taux d'imposition marginal maximal et le taux d'imposition effectif. Hein. Par exemple, sur le revenu, le taux d'imposition effectif en France aujourd'hui, maximal, il tourne autour de 20-25% maximal. Oui, mais l'impôt sur le revenu, c'est toute petite partie des impôts, il faut le savoir. Hein. Oui, mais c'est il y a les TVA, il y a les charges sociales, dont beaucoup sont déplafonnées, donc ne sont pas des charges, sont en réalité des impôts cachés. Je suis d'accord avec ça, mais c'est juste pour un tout petit peu commencer à déplier dans ce débat assez complexe. Lorsque le Conseil constitutionnel, en 2012, par exemple, avait dit au-delà de 50%, c'est confiscatoire, et c'est un peu, c'est l'imaginaire que tu mobilises. Hein. Et tout le monde est d'accord. Si on prend 50% de mes revenus, c'est confiscatoire. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était 50% comme taux marginal maximal, c'est-à-dire 50% du dernier euro que je gagne. Donc là, il y a juste une petite distinction. Mais je voudrais revenir sur l'exemple du paysan à qui on prend une partie de sa récolte. Sauf que s'il y a des événements climatiques extrêmes, des éboulements de terrain, des inondations, des sécheresses, des pluies, des nouvelles gelées qui vont complètement faire mourir les arbres fruitiers qui ont déjà commencé à fleurir parce que le printemps est complètement désorganisé à cause du réchauffement climatique. Notre paysan, il n'a plus rien. Donc il est absolument dépendant d'une solidarité au moins territoriale, sinon nationale, sinon internationale, pour nous aider à survivre dans le cadre du dérèglement climatique aujourd'hui. Donc moi, je suis très favorable, par exemple, à une extension de la sécurité sociale pour qu'on ait une sécurité sociale écologique, pour nous aider à survivre avec les événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus sévères. Et donc ça montre bien que j'ai une incitation très forte à contribuer en effet, par exemple, à la sécurité sociale, si ça me permet à la fin d'avoir des fruits, grâce à des arbres fruitiers qui ont survécu, même dans le contexte du réchauffement climatique qui est aujourd'hui. Ça me fournit une incitation. Voilà. Donc ça, c'est un autre type de mécanisme que celui de la simple capitalisation dont je parlais tout à l'heure. Ce que tu décris, c'est un mécanisme assurantiel, et précisément, le capitalisme s'est développé avec des assurances justement pour les bateaux depuis le début, en fait. C'est un système qui existe depuis le début et qui est très efficace. Et d'une certaine manière, la capitalisation, elle est liée au système assurantiel. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que les banquiers italiens au XIVe ont commencé d'abord par considérer qu'un bateau qui devait traverser la Méditerranée infesté de pirates avait un risque non négligeable de pas revenir. De couler. C'est ce qu'on voit dans Le Marchand de Venise de Shakespeare. Mais là, ici, le point, c'est que les compagnies d'assurance, déjà les compagnies de réassurance aujourd'hui ne réassurent plus les risques, les événements climatiques extrêmes, parce que ça coûte trop cher. Et donc aujourd'hui, les compagnies d'assurance sont toutes seules sur le front, sur ces questions-là. On sait que ces événements vont se multiplier et devenir de plus en plus dramatiques, et que les compagnies d'assurance, le patron d'AXA l'a dit il y a quelques années, une France à 4 degrés n'est pas assurable, vont tirer la langue et n'arriveront pas à assurer. Et donc là, il y a un enjeu colossal qui est de réorganiser cette logique de l'assurance en une logique de sécurité solidaire entre nous. Et ça passe pas, je crois pas, par la capitalisation. Ça donne une incitation à travailler, mais aussi à accepter que je contribue au fait que, même si moi aujourd'hui, j'ai pas eu de grêle,
je paye pour ceux qui ont eu la grêle de l'autre côté du pays, pour le jour où moi j'aurai la grêle qui détruira le produit de mon champ. Oui, mais ce mécanisme de solidarité, il ne me paraît pas être contradictoire avec le capitalisme tel qu'il existe, puisqu'il existe déjà massivement. Nouveaux risques, effectivement, nouveau niveau de prélèvement. Il y a un prélèvement. Oui, un peu comme la retraite est un système d'assurance vieillesse, en réalité, Absolument, tout à fait. où on va collectiviser. À l'origine, c'était pour les gens qui avaient la chance de vivre plus longtemps et qu'ils aient la chance d'être Mais dans ce cas-là, de pas être dans la misère. Nous sommes d'accord. Voilà. Le capitalisme, poison de notre société ou remède, à 12 minutes. Il faut peut-être commencer par définir ce que c'est, parce que c'est fait partie des mots qui sont un peu piégés. Le capitalisme, c'est quoi ? C'est la propriété privée des moyens de production, c'est la libre entreprise et c'est le mécanisme de marché. Évidemment, ça n'exclut pas l'existence d'un État. Au contraire, même ça le suppose, car historiquement, le capitalisme s'est développé sur les ruines de l'absolutisme contre l'arbitraire, au moment où des droits spécifiques se sont développés. Et il faut se souvenir que la première bourse, c'est au XVIe siècle, à Amsterdam, quand justement des gens extrêmement modestes pouvaient apporter un petit peu d'argent pour investir dans des projets. Le capitalisme, c'est ce qui a causé aujourd'hui l'extraordinaire prospérité dans laquelle nous vivons tous. C'est le plus puissant moteur, ça a été et c'est toujours le plus puissant moteur d'amélioration de nos conditions de vie. Il faut avoir fait un peu d'histoire pour savoir combien la vie était difficile, cruelle, injuste, inégalitaire, pauvre, misérable. Avant le développement du capitalisme, qui a commencé, comme je l'ai dit, au XVIe siècle, s'est développé au XVIIIe, et puis évidemment la révolution industrielle. Et il va de pair aujourd'hui avec des progrès humains. Et il faut le dire aussi, parce que là encore, on a une fausse idée, une égalisation absolument incroyable des conditions qui n'existaient pas avant. Le monde était beaucoup, beaucoup plus inégalitaire. Et je termine pour ne pas monopoliser la parole. On confond souvent le capitalisme avec ce qu'on pourrait appeler le capitalisme de connivence, c'est-à-dire le fait justement qui est le contraire de l'esprit, qui est que certaines personnes vont avoir tellement de pouvoir et par alliance avec justement le pouvoir politique, qu'elles vont arriver à créer des formes de privilèges, de rentes, et on pourrait dire quasiment d'exploitation d'une partie de la population, mais ça n'est pas le capitalisme. Je suis tout à fait d'accord pour resituer le capitalisme dans le long terme et dire que c'est un phénomène historique, situé. Nos sociétés n'ont pas toujours été capitalistes et elles ne se le seront peut-être pas pour toujours. Peut-être ça vaut la peine, à mon avis, de souligner qu'il y a différents types de capitalisme, à la fois au cours de l'histoire et dans la géographie. D'une certaine manière, on pourrait dire le capitalisme social-démocrate de la Scandinavie jusqu'à il y a quelques années, ça n'a pas grand-chose à voir avec le capitalisme japonais, ni avec celui de la France, ni avec celui des États-Unis. Et même à l'intérieur d'un pays comme la France, le capitalisme français d'aujourd'hui, est-ce qu'il a beaucoup de choses à voir avec celui de la France en 1945 ? On ne peut pas dire qu'en 1945, la France n'était pas un pays capitaliste, je crois. Pour moi, il n'y a pas le capitalisme d'un côté et quelque chose qui serait le non-capitalisme de l'autre. Il y a une technique de capitalisation que je vais décrire, qui a envahi progressivement nos sociétés, ça a pris 6 siècles, qui aujourd'hui est omniprésente dans notre monde et qui, elle, est problématique. Alors cette technique, c'est quoi ? Ça consiste en dire que quelque chose est un stock, que je décide que ce stock, c'est du capital, et que sa valeur économique aujourd'hui, c'est la somme actualisée des flux de revenus qu'il me rapportera si j'en suis le propriétaire. Alors cette opération-là, elle est omniprésente en finance aujourd'hui. Quand on veut calculer le prix d'un actif financier, on calcule le flux de tous les revenus qu'il va rapporter, on l'actualise au prix d'aujourd'hui, et on dit c'est ça sa valeur aujourd'hui. Mais en fait, les premiers à avoir fait ça, c'est des banquiers italiens au XIVe siècle. C'est tombé plus ou moins en désuétude. Les Flamands, après la déroute du système bancaire italien, après la guerre de 100 ans, les Flamands n'ont pas repris immédiatement cette technique. Et puis, ce sont surtout des forestiers allemands au XVIIIe siècle qui ont dit, mais voyons, quelle est la valeur d'une forêt ? Eh bien, en fait, c'est la valeur de la quantité de quintaux de bois que je vais pouvoir en tirer chaque année et revendre sur le marché. Et donc, c'est une manière de dire la forêt, c'est pas du tout un être vivant ou un métabolisme, structure dissipative, comme diraient les physiciens ou les biologistes. C'est un stock de bois qui se renouvelle chaque année et que je dois pouvoir revendre. Alors, je fais le calcul de tous les stocks de bois, tous les quintaux de bois que je vais pouvoir vendre. J'actualise ça au prix d'aujourd'hui et je dis c'est ça la valeur de la forêt. Et donc, cette opération-là, qui est une opération symbolique, économique, financière, politique, à mon avis, est très problématique et c'est elle qui est mise en cause aujourd'hui à travers ce qu'on pourrait appeler la crise du capitalisme parce qu'elle revient à dire tout peut être capitalisé. Le corps humain peut être considéré comme du capital. La forêt amazonienne peut être considérée comme du capital. La planète. Voilà. Et si je trouve un investissement dont je crois qu'il me rapporte plus que tel ou tel capital, alors j'arbitre entre les deux et je peux abandonner la forêt amazonienne, bien qu'il n'y ait pas d'humanité possible sans forêt amazonienne, au motif que j'ai trouvé un investissement dans un capital qui rapporte plus. Voilà. Et donc là, je suis très sceptique sur le fait que la technique de la capitalisation va nous sauver. Je ne crois pas du tout. Elle est un problème plus qu'une solution.
Et donc, la grande question, de mon point de vue, c'est imaginer d'autres techniques de valorisation de ce qui compte vraiment pour nous. Par exemple, les relations du care, les relations du soin. Comment est-ce qu'on valorise ça ? Pas en capitalisant et en disant, au fond, chère madame, vous êtes âgée, malade, etc. Mais vous n'avez pas assez investi dans votre propre corps qui est du capital, et donc c'est tant pis pour vous. Ça, ce n'est pas la bonne réponse, à mon avis. Et donc, en ce sens-là, la technique de capitalisation, à mon avis, a besoin d'être remise à sa place, qui doit être extrêmement congrue, limitée, pour qu'on invente d'autres techniques de valorisation économique. On a l'impression que le mal-être actuel, il est lié au recul des religions, aux choses extrêmement vieilles, historiques, que sont, quand j'ai parlé, l'hubris, la lutte des empires, la lutte de pouvoir, et qu'on accuse le mécanisme d'échange, le mécanisme de production de biens, qui est pourtant qui est l'essentiel du moteur de production de notre bien-être aujourd'hui. Quel peut être l'objectif collectif qu'on veut poursuivre ? Permettre aux gens d'être collectivement, de poursuivre leur bonheur, de poursuivre les conditions de leur bonheur. Est-ce qu'on peut penser que le capitalisme va continuer à être la façon pour ces gens-là de le poursuivre ? Certainement, dans la mesure où, pour faire le lien avec la question du capitalisme vert, le capitalisme a toujours été obsédé par l'idée de rendre les ressources productives, de l'idée d'utiliser les ressources de façon les plus efficaces. Le drame des hydrocarbures, c'est pas qu'il y en a plus, c'est que justement il y en a beaucoup trop en fait, et qu'on espérait qu'il y en ait plus, et ça nous aurait obligés à migrer vers autre chose. On peut espérer, grâce aux techniques qui peuvent être développées, grâce à la prospérité, aux techniques et à la science, que nous ayons des moyens, encore une fois je parle de la fusion nucléaire, ou d'autres moyens, les énergies renouvelables, on va enfin pouvoir stocker de l'énergie de façon efficace, de minimiser, et on a commencé aujourd'hui, de minimiser notre empreinte sur le monde, notre empreinte écologique. On va pouvoir le faire, et on va le faire de plus en plus, et on a déjà commencé à faire le découplage de la richesse créée, le PIB, qui est un mauvais indicateur, mais enfin disons que c'est un proxy de la richesse, de la prospérité, mais c'est pas effectivement forcément le bonheur. On a découplé ce PIB de l'empreinte sur le monde, et donc notre capacité à mettre du risque qu'on mette en péril notre existence à long terme. Je suis très confiant sur le fait qu'avec les bons indicateurs, et par exemple, assez souvent l'écologie, c'est quoi ? C'est internaliser une externalité. Jusque-là, la pollution, c'était une externalité, n'est pas prise en compte par le marché. Vous donnez un coût au carbone. Et bien, à partir du moment où vous avez un coût au carbone, les gens vont s'arranger pour produire moins de carbone. C'est le mécanisme des prix. Et en fait, c'est ce sur quoi il faut compter beaucoup plus que sur les grands-messes étatiques, la moraline. Il faut compter sur ce jeu du marché. On est là vraiment au cœur du capitalisme. Je t'ai vu hausser les yeux, Gaël. Oui, à propos de l'expression la moraline, ça m'a fait sourire. Je suis à la fois d'accord et tout à fait favorable pour ce qui me concerne à une taxe carbone, par exemple. Je pense que la tragédie des Gilets jaunes, c'était lié au fait qu'il n'y a pas eu d'accompagnement social de la mise en place de la taxe carbone. La commission Stern-Stiglitz, dont j'ai fait partie en 2018-2019 avec la Banque mondiale et l'AFD, lorsque j'étais chef économiste de l'AFD, a travaillé sur ces questions, et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument qu'on atteigne un niveau, disons, de taxe carbone de $300 la tonne autour de 2030. On en est très très loin. L'un des pays les plus proches, c'est la Suisse, qui est plus vertueux que nous sur cette question. On en est vraiment très très loin, et de ce point de vue-là, on n'avance pas beaucoup. $300 la tonne en 2030, $400 la tonne en 2040. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord. La mise en place d'une taxe carbone fournirait les bonnes incitations pour qu'on puisse revaloriser les énergies renouvelables. Sur la fusion nucléaire, alors je ne suis pas chercheur en physique du plasma, mais mes amis et mes camarades, collègues du CEA me disent on n'aura pas de fusion nucléaire avant 2080, et la catastrophe climatique, c'est bien avant. Je donne un exemple. Avec mes collègues, on a fait des simulations sur ce qui se passerait sur cette planète si on ne fait pas plus vite la transition écologique vers des énergies renouvelables. Autour de 2060-2070, du fait de la fréquence des pics de température et d'humidité, toute l'Asie du Sud-Est devient inhabitable. Et donc là, ça fait plus de 400 millions de personnes qu'il va falloir recaser ailleurs, des migrations colossales et, disons, pardon pour l'expression, un bordel géopolitique innommable. Voilà. Malheureusement, la fusion nucléaire, si je comprends bien, sauf miracle, c'est vrai qu'on a les meilleurs chercheurs du monde en France, mais quand même, on n'aura pas un niveau industriel avant 2080. Il y a d'autres énergies. Oui, tout à fait. Alors, on peut espérer le stockage. Bien sûr. Alors, le stockage, par exemple, via l'hydrogène, c'est certainement une solution. Et pour ce qui est du nucléaire, certainement, les petits réacteurs modulaires au thorium,
Un ami comme Alain Grandjean avait fait un plaidoyer en faveur de les SMR au thorium il y a quelques années. Je l'ai fait moi-même. J'ai eu tout le monde contre moi. Les écolos qui me disaient « Mais alors, vous êtes pro-nucléaire, c'est insupportable ». Le EDF et Areva qui me disaient « Mais non, l'EPR, c'est la solution ». Voilà. En fait, je ne crois pas. Je crois vraiment que les petits réacteurs modulaires au thorium, la force du thorium, c'est que c'est beaucoup mieux réparti sur la planète que l'uranium. Donc, les enjeux géopolitiques sont beaucoup moins prégnants. Deuxièmement, c'est très difficile de shifter d'un nucléaire civil au thorium vers un nucléaire militaire. Donc, le problème iranien, si je puis dire, disparaît. Troisièmement, les déchets sont beaucoup moins importants. Et donc, d'une certaine manière, c'est la solution. Seulement, si j'entends bien ce que me disent les mêmes amis du CEA, si on veut des petits réacteurs modulaires au thorium en France, c'est dans 10 ans si on investit aujourd'hui. Voilà. Et je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, malheureusement. Est-ce que c'est à l'État, par exemple, d'investir, ou est-ce qu'on fait confiance à des entreprises, je sais pas, capitalistes, qui peuvent justement s'enrichir peut-être avec ce système? Est-ce que il y a un système idéal à mettre en place avec, par exemple, ces technologies-là quand on sait l'urgence climatique? L'expérience montre que ça peut être très utile que l'État donne une direction, intervienne comme garant, soit le premier à mettre de l'argent parce que du coup, vous allez créer un écosystème d'investissement autour de ces idées-là. C'est ce qui s'est vu avec Internet. En réalité, c'est des projets militaires, la plupart du temps au début. C'est pas du tout des gens dans un garage. C'est beaucoup plus développé que ça. Probablement, la France devrait continuer à le faire ou le faire peut-être encore mieux en ayant une stratégie claire sur le nucléaire dont on vient de parler. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut arriver à décider et à essayer d'avoir une vision. C'est pas la planification ambitieuse et puis cohérente et puis suivie, malheureusement, ce qu'on fait le mieux en France. Qu'on puisse dire. Oui, ça c'est le grand thème de Mariana Mazzucato et elle a bien raison. L'État entrepreneur, toutes les grandes innovations techniques des 60 dernières années proviennent d'initiatives qui relèvent en réalité à l'origine de la puissance publique et c'est normal. Et je suis entièrement d'accord. D'une certaine manière, l'État devrait être le capital risqueur initial qui explore un certain nombre d'options techniques aussi. Et ensuite, pour celles qui marchent, les entreprises montent dans le train après coup une fois que c'est rentable. Je suis entièrement... Disons, c'est ça qu'on devrait faire. Mais ça suppose d'avoir un État stratège qui pense quand même un tout petit peu le long terme. Et là, je suis bien d'accord avec toi, on a oublié ça, on a perdu ça, alors que c'est absolument indispensable. Et Gaël, toi, tu penses, justement, tu disais que le modèle qu'on a aujourd'hui, certains modèles ne sont pas forcément idéaux, qu'il faudrait changer certaines choses. Concrètement, comment on pourrait changer les choses? Alors, pour être très très concret, par exemple, on a eu en 2005 une réforme de la comptabilité, des normes comptables internationales, dites normes IFRS et IAS, en français et en anglais, sur lesquelles j'ai travaillé quand j'étais quant pour les banques, qui a consisté à dire on va valoriser, disons, les actifs qui sont au bilan d'une entreprise cotée en bourse en fonction de la valeur de marché de ces actifs. Alors que la grande tradition comptable au 19e, c'est en fonction du coût historique d'acquisition d'actifs. Alors, ça paraît un peu technique, on dirait que c'est un détail pas très important. Je peux vous assurer que ça a été une révolution comptable. Est-ce que tu peux vulgariser un peu ça pour qu'on En vulgarisant. Vous êtes une entreprise qui est cotée en bourse et on essaie de connaître la valeur comptable de l'entreprise. Alors, normalement, vous allez voir un comptable qui est un monsieur sérieux, un peu triste, un peu, vous voyez, pas très gai, enfin voilà, bon, mais très sérieux, qui fait son boulot. Il regarde la valeur des actifs de l'entreprise à son bilan. Et depuis 2005, les normes comptables internationales l'obligent à dire la valeur des actifs qui sont au bilan de l'entreprise, c'est celle que donne le marché. Or, le marché est travaillé en permanence par des bulles dans tous les sens, des tâches solaires, des valorisations qui ne sont pas tout à fait rationnelles, qui sont même parfois complètement irrationnelles. Faut faire la bulle .com, etc., la crise des subprimes, aujourd'hui la bulle sur l'IA quand même, à mon avis. Et donc, on a fait rentrer les bulles spéculatives des marchés financiers à l'intérieur de la valorisation comptable des entreprises, ce qui est une énorme bêtise. Donc, une réforme très concrète, très simple, sur laquelle je sais que la majorité des comptables sérieux aujourd'hui sont d'accord, c'est revenir sur la réforme de 2005. Voilà. Ça, et je peux vous assurer que ça aurait des conséquences de transformation du capitalisme contemporain absolument majeures. Olivier, tu as rajouté quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et dans la série des perspectives, j'ai parlé de la financiarisation et je suis le premier à le regretter. Et pour avoir discuté avec des dirigeants d'entreprise, ils sont les premiers à souffrir la tyrannie du next quarter, du prochain trimestre, qui empêche en fait d'ailleurs d'avoir une vision de long terme, de se repositionner à un moment donné où parfois il faut vous réinventer. Et là, l'une des autres solutions qui est plus développée ailleurs, c'est le capitalisme familial. C'est-à-dire des gens qui vont se positionner non pas sur le next quarter, le prochain trimestre, mais sur le très long terme, sur la prochaine génération, avec des réussites qui sont assez remarquables. On n'a pas assez, malheureusement, chez nous, de capitalisme familial,
peut-être pour une raison, même s'il y a les fameuses lois Dutreil, mais de taxes sur l'héritage, parce qu'elles sont aussi utiles pour qu'il y ait des transmissions, pour qu'il y ait des projets. Il y a des très grandes boîtes, on ne dirait pas, mais elles sont familiales. Par exemple, MSC, voilà, la shipping company est une boîte familiale italienne. Il y en a plein comme ça. Et les recherches ont tendance à montrer que c'est évidemment forcément vous résistez mieux à la financiarisation, donc au court terme, et donc vous avez une vision de votre transformation qui, à mon avis, est collectivement plus utile. Voilà. Je ne peux que souscrire, c'est-à-dire les conversations que j'ai moi avec des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les family office, pour justement, disons, ce type de capitalisme familial, sont beaucoup plus intéressantes que celles qu'on peut avoir avec quelqu'un qui est chargé de faire la maximisation du rendement sur action à la minute, quoi. Donc ça, c'est évident. De ce point de vue-là, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il y a un impact tout à fait délétère de la financiarisation de nos entreprises. Prenons le cas français. Ce qui s'est passé, je ne vais pas redonner les détails, mais ce qui s'est passé avec Emmanuel Faber à Danone, ce qui s'est passé à Engie, sont des tragédies industrielles françaises, à mon avis, liées à une prise de pouvoir dans l'actionnariat de l'entreprise d'un certain nombre de fonds dont l'objectif n'est pas du tout le bien-être des gens, l'avenir, etc., mais la maximisation du rendement sur action instantané. S'il y a un lieu de dissension entre nous, c'est sur le terme même de capitalisme. En fait, moi, ce que j'ai proposé, c'est dire au fond, le capitalisme, ça n'existe pas, parce qu'il y a plein de versions, de variantes différentes. Ce qui existe, c'est la technique de la capitalisation. Et que le problème, c'est qu'elle a pris une extension exagérée dans notre société, et qu'aujourd'hui, tout, potentiellement, peut devenir capital, et ça, c'est une catastrophe. Sur ce point-là, Olivier est d'accord. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Il ne faut pas transformer les fonds des océans en propriété privée capitalistique, l'Amazonie non plus, etc. Si on accepte de dire non, tout ne peut pas être transformé en capital, alors il y a un débat politique fondamental qui s'ouvre et que malheureusement nous n'avons pas, sauf ici sur cette excellente chaîne Crayon, qui est quelles sont les ressources que nous ne voulons pas transformer en capital. Est-ce que le corps humain doit être transformé en capital ? Par exemple, la GPA, finalement, ça transforme l'utérus d'un certain nombre de femmes pauvres en Inde en capital pour des femmes occidentales qui n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on est en train de faire à cet endroit-là. Est-ce que le corps humain a vocation à être un capital ? Est-ce que la faune halieutique, etc., etc. Et là, on entre dans, à mon avis, le grand débat politique du XXIe siècle, c'est où mettre les limites à la capitalisation et ce que nous ne voulons pas capitaliser, quel statut leur donner ? Et moi, j'ai proposé notamment celui de commun. Et Olivier était d'accord. Faut-il faire confiance aux technologies pour sauver la planète ? 10 minutes. Oui, je sais, moi, on me reproche beaucoup d'être techno-solutionniste. Je suis pas technophile, j'essaie d'être un peu technosophe, c'est-à-dire avoir une forme de... Je suis venu à la technologie, à l'intérêt à la technologie, alors que j'en viens de très loin, parce que moi je suis quelqu'un de très classique qui adore le feu de bois et la campagne. Je suis venu à la technologie d'abord par fascination pour ce qui est en train de se passer, et puis par pragmatisme, parce que je vois aujourd'hui combien la technologie est partout, combien, et peut-être parce que je sais qu'on ne la débranchera pas. On n'arrêtera pas ce mouvement, on ne débranchera pas Internet, on n'arrêtera pas l'intelligence artificielle. Je crois même que les moratoires ne sont pas possibles. Je suis le premier à savoir et à voir et à écrire des livres, de nombreux livres, Tyrannie du divertissement, L'ère de la flemme, autour des impacts négatifs sur la société et l'être humain des technologies. Je suis le premier à voir que ces technologies à la fois nous augmentent et nous atrophient. Et je crois quand même qu'il y a un chemin positif. Et je vois, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, que c'est aussi l'incroyable amélioration de notre niveau de vie qui est liée au progrès technologique et au progrès scientifique en matière médicale notamment. Si nous vivons si bien, si nous avons une vie infiniment meilleure que Louis XIV, il faut toujours raconter, j'épate mes étudiants en racontant ce pauvre Louis XIV, la fistule anale, la dent les dernières dents qu'on lui arrache à 40 ans, et il crache sa soupe par le nez, on cauterise au fer rouge. Si aujourd'hui on vit, le dernier des ouvriers en France vit infiniment mieux que Louis XIV, c'est grâce aux technologies. Alors oui, j'ai peur, moi, du transhumanisme, du post-humanisme, je sais pas très bien jusqu'où il faut utiliser les technologies. Oui, j'ai peur de l'eugénisme qui arrive et je pense qu'on ne l'arrêtera pas. Ça ne m'enthousiasme pas et je suis plutôt content d'être de l'autre côté de l'histoire. Et je suis peut-être inquiet pour mes enfants. Mais je crois quand même que grâce aux technologies, on va, par exemple, avoir la fusion nucléaire, c'est-à-dire la solution au problème de l'énergie infinie et propre. Je pense qu'on va finir par partir de la planète Terre, qui est notre vaisseau initial, mais il faudra aller ailleurs un de ces jours. La technologie ne règle pas tous nos problèmes, elle en crée d'autres, mais elle va aussi nous faire accéder à un monde assez fascinant. Alors, à ce niveau de généralité, je ne peux être que d'accord. Disons, quelqu'un qui a bien dit ça, c'est Bernard Stiegler et puis Anna Lambert aujourd'hui. Disons, la technologie, c'est un pharmacone au sens de Platon. C'est-à-dire, c'est à la fois un médicament et un poison, les deux en même temps.
Et donc, on en a besoin, mais si on l'utilise mal, ça devient un poison. C'est évident que les fameux progrès techniques auxquels tu fais allusion depuis tout à l'heure, hein, l'extraordinaire augmentation du niveau de vie, tout ça, ça vient depuis 2-3 siècles maintenant. Hein. Alors, je crois de la technique et la technique mise au service de ressources complètement inouïes qu'on ne savait pas utiliser précédemment, et notamment les hydrocarbures fossiles. Alors, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, les États-Unis, pour ne pas les nommer, où l'espérance de vie baisse. Hein. L'espérance de vie moyenne baisse aujourd'hui aux États-Unis. Celle des catégories populaires baissait depuis des années, mais a été compensée par l'augmentation du niveau de la vie des plus riches. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Hein. Et donc, si on raisonne en termes de simplement indicateurs de développement humain, les États-Unis sont en régression. Donc, on est capable, dans un pays capitaliste comme les États-Unis, de ne pas en fait mettre la technique au service du bien-être des gens, au contraire, et d'être en pleine régression. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, sur la question de l'IA. Et je suis heureux de t'entendre dire que tu es inquiet, et en même temps que voilà, l'IA est là, on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. Alors, il y a évidemment, derrière la question de l'usage de l'IA, tous les enjeux écologiques majeurs que tout le monde connaît, je ne reviens pas dessus, l'utilisation de l'eau, le gouffre énergétique que ça représente, etc. Il y a aussi un autre enjeu qui est moins connu, je crois, et que je signale, parce que je pense que, à la fois, je suis assez d'accord avec toi, les appels au moratoire, je ne suis pas sûr du tout que ça marche, et en même temps, il y a un problème de fond qui est le suivant. Un certain nombre de chercheurs, depuis des années maintenant, avaient repéré que très vite arriverait le moment où on aurait épuisé la totalité des données humaines disponibles sur Internet pour entraîner des IA. Alors là, je pense surtout aux LLM, c'est-à-dire aux Large Language Models, aux grands modèles de langage. Donc aujourd'hui, ça y est, on a épuisé ce qui est disponible sur Internet pour les entraîner. Si on veut des LLM plus gros... L'exemple de LLM, c'est ChatGPT, Gemini... ChatGPT, DeepSeek, etc. Si on veut des LLM plus gros encore, il faut les entraîner sur des données qui ont été elles-mêmes produites par une IA. Parce qu'on en a plus assez du côté des données humaines. Alors, on l'a fait déjà depuis des années, parce qu'on avait anticipé ce moment. Et donc, on a des IA, des LLM aujourd'hui, des IA de deuxième génération qui ont été entraînées sur des données produites par des IA de première génération. Et puis, une fois qu'on a commencé, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Donc, on arrive à faire 4e, 5e, 6e génération d'IA entraînées sur les données produites par celles de la génération précédente. Et ce qu'on observe, c'est qu'à partir de la 6e génération, il y a une espèce de maladie de la vache folle qui intervient. L'IA se met à faire littéralement n'importe quoi. Et c'est pas la même chose que les hallucinations de ChatGPT et autres. Ça, c'est un autre problème qui est en voie plus ou moins de contrôle, et encore. C'est un autre problème beaucoup plus grave. Alors, un exemple qui illustre ça, donc des chercheurs de Stanford ont donné un alphabet un peu exotique, du type cunéiforme, Mésopotamie, 3e millénaire avant notre ère, à une IA de première génération, et puis ont donné comme instruction, à chaque fois qu'on entraîne une IA de la génération suivante, elle devra récupérer l'alphabet de la génération précédente. Au bout de la 6e génération, toutes les lettres de l'alphabet sont identiques. Et donc, on a perdu l'alphabet. L'information a été perdue, tout simplement. Ce n'est pas une hallucination, c'est beaucoup plus grave. L'enjeu de ceci, qui est un enjeu, à mon avis, systémique, c'est que dans quelques années, si ça n'est pas déjà le cas maintenant, on sera incapable de dire sur Internet, si je lis n'importe quel site Internet, si ce que je lis a été produit par un humain, par une IA de première, deuxième ou 6e génération. Et si ça a été produit par une IA de 6e génération, il se peut que ce soit littéralement n'importe quoi. Et je n'ai aucun contrôle de ça. Et donc, un certain nombre de chercheurs aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme en disant « Faites attention, même si vous êtes transhumaniste, c'est-à-dire gnostique et assez délirant, disons que vous relevez d'une psychose grave, même si vous êtes transhumaniste, vous êtes en train de faire courir le risque de détruire Internet à cause de ça. » Donc là, il y a un enjeu. Moi, je ne serais pas surpris que, comme dans le grand livre de science-fiction Dune de Frank Herbert, dont le troisième épisode de la version cinématographique est en train de sortir, on finisse par interdire les IA pour sauver Internet. Pas parce qu'on ne croit plus en l'IA. Et par IA, là, j'entends uniquement les LLM. Ça n'a rien à voir avec les IA qu'on utilise en médecine pour faire la guerre ou autre. Ça, c'est des IA spécialisées. Moi, j'ai trouvé que c'était un échange très, très riche et intéressant, au sens où j'avais déjà entendu Olivier prendre des positions plus caricaturales, notamment sur la question de l'IA. Et j'ai trouvé que là, on a eu le temps, finalement, d'affiner nos arguments et de constater qu'on était d'accord sur un très grand nombre de sujets. Il faut un État stratège, il faut réguler la finance, il faut une sécurité sociale élargie, mettre en place des communs. Voilà, donc je suis impressionné par
l'étendue des sujets sur lesquels on est d'accord. Réponse rapide sur l'espérance de vie d'abord qui baisse. Effectivement, c'est largement dû à l'alcool et aux drogues, hein, malheureusement. En réalité, c'est pas tellement les technologies qui en sont les responsables, c'est le fait que la technologie n'apporte pas de réponse au problème de l'absence de sens, d'espèce de post-société de consommation qui peut créer des mondes paradoxalement où le divertissement est omniprésent, mais où la désespérance aussi est au moins aussi omniprésente et l'ennui et voilà, l'absence de sens de l'existence. Donc ça ne règle pas, évidemment. Les techniques n'ont jamais permis de répondre à ces questions essentielles et la science non plus. Sur l'intelligence artificielle et ses progrès, en réalité, on voit que les scénarios possibles sont complètement ouverts parce que une des craintes, c'est qu'elle soit trop bonne, c'est qu'elle soit trop performante, c'est qu'elle soit trop exceptionnelle. Et c'est l'idée de la crainte par rapport à ce qu'on appelle l'alignement. Est-ce que cette IA ne sera pas maligne? Est-ce qu'elle n'aura pas envie de supprimer l'humanité? Et puis la crainte que tu viens d'exposer, c'est qu'en fait elle devienne complètement stupide. C'est la slop science aujourd'hui. C'est l'idée que tous les chercheurs produisent maintenant avec leur IA à une grande vitesse de la recherche qui va finir par peut-être se moyenniser et se perdre dans une sorte de mouvement anthropique en quelque sorte. Voilà, ouais. Exactement, une sorte de grand mouvement retour à la moyenne qui serait peut-être un scénario d'effondrement et qui, pourquoi pas, est aussi un scénario ouvert. Je ne néglige pas le fait qu'il y a plein de scénarios dont certains font froid dans le dos. Et je crois aussi que probablement aucun de cela ne se passera. Je pense que ce sera toujours quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Pourquoi ? Parce que l'être humain, depuis le début, Homo sapiens, c'est peut-être même avant d'ailleurs qu'il soit Homo sapiens, avait cette capacité à régler les problèmes qui étaient nés de l'évolution de ses modes de vie. Et que la science a toujours été à la fois quelque chose, et les technologies ont été quelque chose qui a créé des problèmes et qui a réglé certains problèmes et créé d'autres. Et donc c'est une sorte de dialectique quasiment qui fait que nous allons aller vers Internet. On a cru que ça allait remplacer les livres, mais pas exactement. On a cru que ça allait remplacer les magasins, c'est pas tout à fait vrai. Et en fait, voilà, je crois que l'IA et notre vie avec l'IA va être quelque chose d'autre et qui va avoir des aspects positifs et des aspects négatifs qu'on va chercher à nouveau à régler à travers les technologies. Peut-être que j'ai l'air très béat en disant ça, mais encore une fois, c'est aussi une façon de penser que malheureusement, on n'a pas d'alternative, sauf guerre nucléaire, et à ce moment-là, scénario à la Mad Max, qui n'est pas extrêmement réjouissant, c'est-à-dire parce que c'est Dune, mais en version trash, en fait. Hein, c'est la guerre des plus forts, etc. Et puis on revient à un monde extrêmement low-tech. Sauf ce genre de scénario, on va continuer à développer les technologies, ne serait-ce que, malheureusement, parce que c'est une lutte pour la domination du monde que se mènent les empires, et dont nous sommes, en réalité, les spectateurs. Hein. J'ai bien aimé ce débat. J'étais presque heureusement surpris, parce que je pensais qu'on aurait beaucoup plus de points de friction et de désaccord. Mais peut-être, je ne veux pas du tout nous lancer des fleurs, mais étant donné que moi j'ai aussi des questions et des doutes, et que lui est capable de faire un pas, de regarder les points de convergence, finalement on en a trouvé beaucoup plus qu'on ne le pensait, et c'est toujours plus agréable. Je crois que on est de bonne foi tous les deux. J'espère pas seulement les spectateurs, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Ce que tu es en train de dire, à mon avis, c'est qu'il y a une dimension politique fondamentale aux techniques que nous utilisons. C'est-à-dire une technique, c'est pas juste une recette de cuisine qui flotte dans l'air. En fait, elle est intégrée à l'intérieur d'un système social, politique, voilà. Et donc, si aujourd'hui aux États-Unis l'espérance de vie baisse, bien d'accord avec toi, c'est pas parce que la technique n'est pas là. Au contraire, on aurait tout à fait les moyens d'aider, par exemple, les populations pauvres qui souffrent de diabète à ne pas se faire amputer parce qu'ils finissent par avoir la gangrène, mais c'est parce que en fait, l'usage de la technique est incorporé à l'intérieur d'un système social dont il n'est pas séparable. Voilà. Je suis persuadé depuis très longtemps que la financiarisation est un problème, et la question de l'accumulation capitaliste en est un, et puis la question de l'évolution de l'intelligence artificielle. J'étais déjà inquiet, je suis toujours autant en réalité. Alors on va faire un dernier format, donc un peu comme le format court du début, où je vous donne des institutions et vous me dites si dans votre société idéale vous les gardez ou les enlevez. Le CDI. Ah, moi je garde. Je pense qu'il finira par mourir tout seul en fait. L'héritage. On garde. Nous gardons tous les deux, ouais. On garde. Les syndicats. On garde, ça va évoluer juste, mais on garde aussi, on en fait la promotion parce qu'ils ont été détruits en France depuis 40 ans. La carte vitale. On garde, on modernise. On garde et on développe une sécurité sociale universelle, non seulement sur la question de la santé, mais les enjeux écologiques, l'alimentation, il faut une sécurité de l'alimentation, le bon logement, sécurité du logement, et une sécurité pour la production agricole. Et on la rend biométrique. La publicité.
Ça fait partie de la communication autour du marché, donc on ne peut pas la supprimer. Éric Piolle a essayé de la supprimer à Grenoble et je pense que c'était très bien. Ça a donné un bol d'air frais aux Grenoblois. Elle joue un rôle délétère dans la mesure où elle nous fait croire que la liberté que tu prônes et avec laquelle je suis évidemment d'accord, c'est la capacité de consommer plus. Ça, c'est pas vrai, c'est un leurre. Donc, on la supprime ou en tout cas, on la contrôle beaucoup pour qu'elle arrête de faire croire que le SUV, c'est l'alpha et l'oméga de la réussite sociale. Le cash, l'argent liquide. Ah, il faut garder parce que c'est justement l'un des rares endroits de liberté qui est sous le radar de l'État et qui sert d'ailleurs en particulier aux gens les plus modestes. Donc j'ai écrit des rapports entiers là-dessus pour dire qu'il faut défendre le cash. Je suis entièrement d'accord. Il faut absolument sauver le cash et interdire complètement la possibilité d'une monnaie complètement digitalisée parce que ça met tout le monde entre les mains du secteur bancaire. Et en plus, c'est ce qui est plus résilient en cas de grand shutdown. On l'a vu, je crois, en Espagne. Notamment. La propriété privée. On garde. On la garde, je n'ai jamais dit qu'il fallait l'abolir. TikTok. On va bien finir par le fermer quand même. Non, mais je mise quand même sur l'éducation. Puis il n'y a pas que TikTok, il y a plein de réseaux. Et il faut surtout que les gens apprennent à mieux utiliser les outils. Et ça, c'est le rôle des parents beaucoup. Ouais. Alors, je voudrais dire un mot quand même là-dessus, si je peux ajouter. Il y a quand même un enjeu assez effrayant. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais si je comprends bien, il y a eu quand même quelques enquêtes qui ont été faites par des journalistes un peu courageux qui se font passer pour des adolescents qui rentrent dans ces réseaux-là. Et au bout de 5 minutes, à qui on propose des méthodes de suicide. Et donc là, il y a un enjeu colossal. Il y a eu un procès qui a commencé aux États-Unis sur cette question, qui est en train de s'enliser dans les sables, malheureusement. Il est possible que nous découvrions ex post que certains de ces réseaux, en vérité, ont un effet criminel sur l'adolescence. Le baccalauréat. Il est déjà mort, pourquoi ? Non, on le maintient et on remonte le niveau, parce qu'il n'est plus du tout au même niveau que celui des années 70. Il faut très exactement créer des vrais examens de sélection d'entrée à l'université. Est-ce que mettons que le baccalauréat est un bon de sortie du secondaire, mais il faut maintenant sélectionner à l'université, avoir le courage de sélectionner, sortir de cette massification absurde qui finit par faire qu'on va donner un bac plus 5 inutile à tout le monde et qui aura coûté énormément à la collectivité. Et dans le même temps, revaloriser les filières techniques pour qu'on ait des ingénieurs capables de travailler dans nos industries. Le crayon. Garder. Indispensable. Développer, indispensable. Merci d'être resté jusqu'au bout. Nous on revient dès jeudi prochain avec un nouvel œil pour œil. Et si vous êtes trop impatient, vous pouvez d'ores et déjà regarder nos autres émissions qu'on a déjà publiées sur la chaîne. On vous met des suggestions à l'écran qui peuvent vous intéresser. Pensez bien à liker la vidéo avant de partir. Salut.